Bonjour, je m'appelle Courtney Blake. J'ai 34 ans et je vis dans un petit immeuble sans ascenseur que ma grand-mère gérait autrefois. Ce matin, ma sœur est entrée sans frapper et a laissé tomber un avis de loyer sur ma table. 7 500 € là où hier c'était 2100 €. Plus tard, mes parents ont appelé ça « opportunité » et « équité ». Ils n'ont jamais demandé si je pouvais rester. Ils pensent toujours que je suis juste la concierge du rez-de-chaussée. Ils pensaient qu'ils me mettaient dehors en augmentant les prix. Ils ne se sont jamais arrêtés pour demander à qui appartenait l'immeuble. Avant de continuer, dites-moi d'où vous regardez. Dites-moi à quoi ressemble votre moment. Une cuisine ou une voiture garée. Peut-être une pièce que vous avez pour vous tout seul. Les liens du passé est ici avec vous pour la page suivante. En fin d'après-midi, le poids de tout cela s'est installé lourdement. J'ai appelé ma mère, espérant de la clarté. Au lieu de cela, j'ai eu droit au même ton poli qu'elle utilise avec les banquiers. Les changements sont nécessaires. La croissance exige de l'inconfort. Laisse ta sœur gérer les choses comme le font les gens qui réussissent. Mon père s'est joint à l'appel. Sa voix faisait écho à la sienne. Stable, distante, répétée. Il parlait comme si la décision existait bien avant que je réagisse. Pas de colère, juste une certitude froide, le genre qui vous dit que votre douleur est un désagrément. Quand l'appel s'est terminé, le silence dans mon appartement semblait faux, alors je suis sortie. Le couloir bourdonnait d'une terreur silencieuse. Madame Alvarez se tenait près de l'escalier, serrant une enveloppe. Ses mains tremblaient. Elle chuchotait des questions qu'elle ne pouvait pas finir. De l'autre côté du couloir, Monsieur Nova s'appuyait sur son déambulateur, respirant à travers des chiffres qu'il ne pouvait pas résoudre. Au bout du couloir, la famille qui m'emballait des jouets dans un carton pendant que leur fille demandait pourquoi la maison avait soudainement une date limite. Les gens évitaient mon regard, non par blâme, mais parce que l'espoir semblait fragile. Ils ne demandaient pas qui avait pris la décision. Ils demandaient seulement s'ils avaient encore du temps. J'ai essayé de prononcer des mots apaisants. Ils sont restés coincés dans ma gorge. Pour la première fois, j'ai senti le poids de nombreuses vies peser sur la mienne. Je ne perdais pas seulement quelque chose. Ils perdaient tout. Alors que le couloir se calmait, on a frappé doucement. Marianne Flore se tenait à ma porte, la posture stable. Elle est entrée sans faire de banalité. Elle a parlé de ma grand-mère, des regards perçants lors des dîners de fête, des désaccords enterrés sous la civilité, de l'ambition devenant froide dans la poitrine de Whitney. Puis elle a dit quelque chose qui m'a arrêté. Ma grand-mère cachait des choses pour la seule personne qui prêtait vraiment attention. Pour la première fois, je me suis sentie plus proche des gens dans le couloir que des gens qui m'avaient élevée. Le lendemain matin est arrivé avant que je ne me sente prête. J'ai attrapé le trousseau de vieilles clés que ma grand-mère m'avait donné il y a des années. À l'époque, je pensais qu'elles ouvraient des débarras et des placards à fournitures. Maintenant, elles semblaient plus lourdes, plus intentionnelles. La porte du sous-sol coinçait dans son cadre, alors j'ai appuyé mon épaule jusqu'à ce qu'elle cède. Un nuage de poussière s'est échappé. La chaudière bourdonnait à travers les tuyaux comme un battement de cœur sous le sol. Rien ne semblait différent. Des cartons empilés d'anciens locataires, des câbles emmêlés, de vieux pots de peinture. Mais la pièce semblait consciente de ma présence, comme si elle savait pourquoi j'étais là. J'ai parcouru les étagères lentement, laissant la mémoire me guider. Les après-midi à trier des outils avec Mamie June. Les hivers à organiser les décorations à côté d'elle. Elle appelait toujours le sous-sol, le cœur de l'immeuble. C'était logique qu'elle cache quelque chose ici, quelque chose qui m'était destiné. Mes doigts ont effleuré le bord de son meuble à couture. Une petite chose trapue qu'elle refusait de remplacer. Je l'ai tiré sur le côté. Une fine fissure marquait le sol en dessous. Trop nette pour être due au hasard. M'agenouillant, j'ai soulevé le panneau. Une boîte étanche attendait à l'intérieur. Assez petite pour être ignorée, assez lourde pour compter. Mon cœur a battu fort une fois, puis s'est calmé. À l'intérieur se trouvaient des dossiers, des enveloppes scellées et une boîte en métal qui cliquetait doucement. J'ai ouvert la boîte en premier, un jeu de clés, une note de son écriture, pour le moment venu. Ma gorge s'est serrée. Le premier dossier a tout changé. Pas des souvenirs, pas des bouts de papier, des documents, organisés et délibérés. En haut, l'accord d'exploitation de la SCI Patrimoine Blake.
Mon nom listé comme propriétaire unique. Pas partiel, pas partagé. Seul. Ma signature était à côté de la sienne. Je me suis souvenu de cet après-midi-là, pensant que je signais des mises à jour de routine pour la gestion, mais elle avait transféré l'immeuble entier entre mes mains, calmement, stratégiquement, me faisant plus confiance qu'à quiconque. Un autre dossier contenait des emails imprimés. Whitney et Colin Reeves discutant des locataires comme des obstacles, des délais pour un renouvellement accéléré et des plans de réaménagement qui effaçaient des vies pour des marges projetées. Puis la lettre qui m'était adressée. Ma grand-mère écrivait sur l'ambition, sur la compassion traitée comme une faiblesse, sur sa peur que l'immeuble tombe entre de mauvaises mains. Elle écrivait que je voyais les gens comme des personnes, pas comme des chiffres, et que cela comptait plus que je ne l'avais jamais cru. Je me suis rassise sur le béton froid, stabilisant ma respiration. Le poids n'était plus de la peur. C'était un but. J'ai tout rassemblé et je suis montée, sachant que ma prochaine étape était claire. Daniel Price, le seul avocat en qui ma grand-mère avait confiance. Il pensait que j'étais juste la concierge. Ma grand-mère avait déjà placé l'immeuble entier entre mes mains. Si c'était votre vie, que feriez-vous? Commentez 1 pour rester silencieux et espérer que les choses s'arrangent. Commentez 2 pour tenir bon et utiliser la vérité pour protéger votre communauté. Le bureau de Daniel Price sentait le bois poli et le nettoyant au citron. Cela me rappelait l'écriture de ma grand-mère. Précis, sans chichi, stable. Il s'est levé quand je suis entrée. Pas de surprise dans ses yeux. Seulement de la reconnaissance, comme s'il avait attendu ce moment exact. J'ai placé les dossiers sur son bureau. Il a lu rapidement, page après page, tournant avec une certitude exercée. Ma grand-mère l'avait clairement préparé. Il a tout expliqué calmement. La SCI opérait en dehors des fiducies familiales. La propriété reposait entièrement sur moi. Whitney n'avait aucune autorité légale pour changer les loyers ou les opérations. Son augmentation n'avait aucune valeur exécutoire. Puis il a ouvert les registres financiers. Son expression a changé. Pas choqué, juste attristé par la confirmation. De l'argent siphonné des fonds d'entretien. Des retraits acheminés vers des sociétés écrans liées directement à ma sœur. Des virements récurrents étiquetés comme « consulting ». Aucun n'était légitime. Mon pouce est serré. Ma grand-mère avait vu cela venir bien avant moi. Daniel a continué, soulignant les risques, les protocoles de documentation et les étapes pour protéger les résidents de toute pression supplémentaire. Chaque mot atterrissait comme de l'architecture, mesuré, structurel, destiné à supporter du poids. Puis il m'a tendu un classeur étiqueté à mon nom. À l'intérieur se trouvait une chronologie écrite par ma grand-mère il y a des années. Une feuille de route silencieuse pour le jour où son immeuble aurait besoin d'être défendu. En quittant son bureau, la lumière tardive semblait plus vive. Le classeur dans mes mains ressemblait à une vérité avec des angles. Mais le vrai changement est arrivé le lendemain matin. Whitney est retournée à l'immeuble avec 3 hommes en costume rigide, des porte-blocs à la main. Ses talons frappaient les escaliers comme un compte à rebours. Elle ne jetait pas un coup d'œil aux résidents. Elle ne me jetait pas un coup d'œil. L'autorité était la performance qu'elle voulait qu'ils voient. Mais l'immeuble n'était plus passif. La veille au soir, la salle commune s'était remplie de résidents. Jasmine Lee avait expliqué les droits des locataires avec une autorité calme. Les téléphones étaient chargés. Les notes étaient prêtes. L'espoir, autrefois fragile, s'était rassemblé en quelque chose de solide. Alors quand Whitney a commencé les inspections, les portes se sont ouvertes, les gens se sont tenus ensemble, les téléphones se sont levés silencieusement. Les hommes vérifiaient les unités pour des problèmes imaginaires, des fuites inexistantes, des problèmes structurels, tout pour justifier la pression. Mais chaque appartement passait. Chaque résident restait calme. Chaque tentative d'intimidation tombait à plat. À la 3e unité, les costumes semblaient mal à l'aise. L'un d'eux a murmuré à Whitney. Elle l'a repoussé d'un geste, la mâchoire serrée, sa confiance se fissurant. Quand la dernière unité n'a rien donné, Whitney s'est redressée brusquement et a annoncé. Nous résoudrons les problèmes structurels demain au bureau de l'oncle Steve. Elle essayait de paraître en contrôle, mais tout le monde entendait la tension. De retour dans mon appartement, j'ai posé le classeur de Daniel sur mon bureau. Demain ne serait pas une question d'inspection ou d'autorité. Demain serait une question de vérité. Demain,
ma sœur entrerait en pensant qu'elle possédait l'immeuble. Elle n'avait aucune idée que j'amenais sa véritable propriétaire à la table. Le bureau de l'oncle Steve se trouvait dans un immeuble étroit de cabinet d'avocat, le genre d'endroit où la paperasse l'emportait sur l'émotion. À l'intérieur de la salle de conférence, tout semblait mis en scène pour le contrôle. Dossiers alignés parfaitement, chaises orientées avec intention, un pichet d'eau que personne ne touchait. Whitney était assise le dos droit dans un blazer bleu marine. Mes parents se tenaient près des fenêtres, leur chuchotement s'arrêtant au moment où je suis entrée. Ils me regardaient avec un mélange étrange d'attente, d'impatience et d'une croyance que le résultat avait déjà été écrit. Steve a ouvert la réunion brusquement. Il a parlé de changements structurels, de potentiel de réaménagement et de gains à long terme. Son langage correspondait un peu trop bien aux ambitions de Whitney. Puis Whitney a pris le relais, faisant glisser un dossier brillant sur la table. Elle a qualifié l'immeuble de sous-performant. Elle a décrit des calendriers, des rachats, des projections. Chaque mot cadrait les résidents comme des obstacles bloquant ses futurs rendements. Mes parents hochaient la tête, impatients et fiers. L'unité familiale dépend de la coopération, a dit mon père, comme si l'unité ne bougeait que dans une seule direction. Ils ont fini de parler. La pièce attendait que j'accepte. Leur silence supposait la conformité. J'ai ouvert le classeur. Le premier document a glissé vers l'avant avec un son final et doux. SCI Patrimoine Blake. Mon nom listé comme propriétaire unique. La signature de ma grand-mère à côté de la mienne. Whitney a fixé la page, rigide. Mes parents ont échangé des regards surpris. La confusion fissurait leur certitude. Ensuite, j'ai placé les registres sur la table. Retraits acheminés vers des sociétés écrans liées directement à Whitney. Fonds d'entretien siphonnés pour du consulting. Montant encerclé à l'encre rouge. Ma voix est restée égale. Ces registres montrent des détournements de fonds. Répétés, délibérés. Leur souffle s'est coupé. Puis sont venus les emails imprimés. Whitney et Colin Reeves discutant d'un renouvellement accéléré, de stratégies d'expulsion des locataires et de calendrier de réaménagement qui traitaient les vies humaines comme des lignes comptables jetables. La pièce est devenue immobile, pas silencieuse, creuse. Le visage de Whitney s'est vidé alors que les pages s'étalaient comme un miroir auquel elle ne pouvait échapper. Elle a essayé de parler. Rien n'est sorti. Et puis on a frappé. La porte s'est ouverte. Daniel Price est entré calmement, suivi d'un enquêteur de la ville portant un dossier mince. L'enquêteur s'est présenté, déclarant qu'il devait discuter de divergences financières liées aux activités de gestion immobilière. Son ton ne laissait aucune place à l'argumentation. Whitney s'est figé. Mes parents fixaient, abasourdis. L'équilibre de la pièce a basculé en un seul souffle. L'enquêteur a tenu la porte pour ma sœur. Whitney s'est levée lentement, tremblante. Sa confiance s'est effondrée dans le silence. Elle est sortie. Plus de talons qui claquent. Plus de pouvoir pour jouer la comédie. Quand la porte s'est refermée, personne n'a parlé. Pas Steve, pas mes parents, pas moi. La vérité avait déjà parlé. Pendant des années, Whitney a agi comme si l'immeuble était le sien. En un après-midi, la paperasse lui a enfin répondu. Des semaines ont passé avant que tout n'atteigne son poids final. La salle d'audience semblait froide malgré la lumière du début du printemps. Je me suis assise derrière la barre avec un classeur sur les genoux, bien que je n'en ai plus besoin. Chaque fait était déjà gravé en moi. Les charges ont été lues. Mauvaise conduite, entités écran, tactique de pression. Des témoins ont parlé doucement de peur, d'incertitude et de la quasi-perte de leur foyer. J'ai regardé ma sœur à la table de la défense, sa posture raide, sa confiance disparue. Quand j'ai témoigné, j'ai parlé simplement de la SCI, de l'intention de ma grand-mère, d'un immeuble destiné à protéger, pas à profiter. Le verdict est tombé, mesuré et ferme. Whitney a été condamné. Pas par vengeance, mais par conséquence. Mes parents m'ont approché après. Ils ont demandé si nous pouvions parler. Je leur ai dit non. Pas de colère, pas de scène, juste une limite en retard depuis des décennies. Dehors, l'air semblait plus lumineux. Les bruits de la ville remplissaient la rue, les cafés bourdonnants, la circulation roulant, un train traversant au loin. La vie avançait, que je regarde en arrière ou non. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai travaillé avec Jasmine pour stabiliser les loyers,
commencer les réparations et rédiger des accords à long terme pour les résidents qui craignaient de tout perdre. Le soulagement se montrait de petites façons. Des portes ouvertes, des odeurs de cuisine chaude, des voisins qui se parlaient à nouveau. La cage d'escalier craquait sous mes pas comme elle l'avait toujours fait, mais maintenant elle semblait stable. Un soir, je me suis tenue à l'entrée et j'ai laissé le calme s'installer autour de moi. L'immeuble n'était pas parfait. Moi non plus. Mais nous étions tous les deux honnêtes maintenant. L'héritage de ma grand-mère n'était pas des murs. C'était la clarté. C'était le courage. C'était choisir l'intégrité quand la loyauté exigeait le silence. Je n'ai pas sauvé l'immeuble pour récupérer ma famille. Je l'ai sauvé pour protéger les gens qui le traitaient comme un foyer. Si cette histoire a résonné en vous, aimez, partagez et abonnez-vous. Les liens du passé sera là avec plus d'histoires de force tranquille et de courage de choisir la paix.